Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Voici la deuxième partie d'un moment à Pékin. L'épisode sera consacré aujourd'hui au triomphe de la vie. Tout de suite, je passe à qu'est-ce que le livre raconte. Eh bien, le livre poursuit l'histoire des deux familles Yao et Tseng, mais l'atmosphère va quelque peu changer. Elle devient beaucoup plus lourde, et alors je dirais beaucoup plus lourde d'un point de vue, on va dire, de la grande histoire et beaucoup plus lourde du point de vue de la petite histoire. C'est-à-dire qu'on va assister, du point de vue de la petite histoire, à une désagrégation lente des deux familles. Ça commence avec la révolution de 1911 et l'instauration de la République. Et toute cette période, c'est une période de troubles et d'agitation. Donc il faut toujours garder ça en tête lorsque vous lisez le livre, parce que c'est une période qui n'est pas du tout facile et on ne sait pas trop où on va. Tout le monde a grandi, ou vieilli, hein, ça dépend comment on le dit, et les enfants du premier tome, eh bien je vous avais dit, avec Moulin se marient, donc quand vous vous mariez, alors c'est pas obligatoire évidemment, mais la plupart des gens, beaucoup de gens vont avoir des enfants. Et donc, eh bien, les enfants du premier tome sont devenus parents à leur tour. Les idées modernes continuent de progresser et c'est ça qui va faire s'effriter la structure des familles traditionnelles. Alors, j'avais déjà dit dans le premier tome que j'aimais pas cette question de traditionnel parce que, au fond, ça ne veut rien dire. C'est la tradition. Mais quelle tradition? Comment? Depuis quand? Où? Et qu'est-ce que vous entendez par famille traditionnelle? Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est ah, la famille traditionnelle, c'est bien. Voilà, hein, c'est bien. Et puis il y a la famille moderne, c'est pas bien. Alors il faudrait définir ce que vous entendez par famille traditionnelle et famille moderne, déjà. Et alors vous verrez que quand vous commencez à définir, bah, vous ne pouvez pas appeler ça famille moderne, famille traditionnelle, mais vous le définirez par un autre nom. Mais donc je reprends cette idée de famille traditionnelle parce que c'est ce qui est véhiculé dans le livre, d'accord? Et donc il existe des tensions au sein des familles, mais il existe également des tensions au sein du pays et par rapport aux puissances étrangères qui, eh bien, veulent profiter de la faiblesse et du désordre qui règne en Chine à cette époque. Et bon, il y a beaucoup d'éléments, et moi je vous invite, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Chine à cette époque, bah, de regarder un peu. Hein, sur Internet, c'est quand même assez facile de trouver quelques éléments. Mais je vous dis ici déjà, gardez en tête ce contexte parce que c'est très important pour comprendre ce qui va arriver. Et dans ce contexte, vous avez la jeunesse chinoise, en particulier les étudiants, qui vont vouloir faire entendre leur voix en faveur de la souveraineté de leur pays. Et dans ce contexte-là, par exemple, je vous dis, Moulin, elle va avoir des enfants et notamment, il va y avoir un drame qui va arriver à sa fille qui participe à des manifestations pour faire entendre justement cette voix. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir, mais je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'assez triste. Du côté de la famille Tseng, le père est plus ou moins épargné par ces événements. Rappelez-vous, le père de la famille Tseng, c'est un mandarin. Donc il faisait partie de l'ancien monde, du monde de l'Empire. Et ici, c'est la République. Donc on peut imaginer que bah, lui, il va se faire laminer comme les autres. Eh ben non, lui, il n'est pas touché. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, il a de la chance d'être assez vieux pour ne pas être touché par ça directement. Donc il n'est pas concerné par ça. Maintenant, je vous dis la vérité, tout son monde s'effondre. Et rien que ça, c'est horrible. Alors, pour continuer avec lui, il est toujours contre les étrangers. Hein, tout ce qui est étranger, il n'aime pas ça. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il va quand même se radoucir un peu. Parce que le père Tseng a le diabète. Il est atteint de diabète et il va être traité par de l'insuline. Et donc, bah oui, c'est une médecine étrangère. Et bon, finalement, vous voyez, quand il se rend compte que ça lui fait quand même du bien et que il peut vivre un peu plus normalement grâce à ça, eh ben, ma foi, il se dit oui, bon, les étrangers, ils sont pas bons, mais allez, quand même, allez, je vais arrêter. À un moment donné, vous voyez, c'est face, et ça, c'est magnifique. Face à la vérité, face à l'évidence, vous voyez que vos a priori, eh bien, peuvent finir par disparaître. Parce que, je suis désolé.
on ne peut pas continuer d'insulter les étrangers en permanence, dire qu'ils sont pas bons, qu'ils sont mauvais, etc. Alors que quelque chose qui vient de l'étranger vient de vous sauver la vie ou l'existence. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça, je trouve ça toujours intéressant. Et ça montre quand même que c'est quelqu'un qui a l'intelligence, qui parvient à finalement ne pas persévérer dans dans la mauvaise voie où il était. Vous voyez, le fait de persévérer envers et contre tout dans une voie qui est mauvaise, qui est délétère pour vous et pour votre entourage, c'est pas un signe d'intelligence. Ça, c'est vrai. Alors, son fils, Sunia, rappelez-vous, le mari de Mulan, eh bien, par contre, lui, oui, son papa, il était mandarin, mais c'est fini hein, pour lui. Les portes se ferment. Il ne peut plus se présenter à un poste de mandarin. Et, alors là, ça je dois vous dire, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé bizarre dans le roman, parce que, je vous le dis déjà, le personnage de Mulan, c'est un personnage que je trouve magnifique. Et vraiment, c'est un très très beau personnage. Mais elle est mariée à un incapable aussi. Et vous voyez que les hommes dans le livre ne sont pas vraiment épargnés. Vous avez les plus anciens qui essayent de faire les choses, ils ne sont pas parfaits, mais ils essayent de faire les choses, puis vous avez les fils qui sont des bons à rien. Et donc, ce Sunia, il va devenir oisif au cours des premières années de son mariage. Et c'est très intéressant ici, pourquoi? Parce que Mulan, elle va en quelque sorte prendre la tête de la famille Tseng, et vous voyez que souvent, c'est les femmes qui prennent la tête de la famille, qui prennent les décisions ou qui organisent le plan de la famille. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est mal, mais on voit une organisation pareille. Et elle prend la tête de la famille Tseng et elle va conseiller à son mari, alors là, accrochez-vous bien, elle va conseiller à son mari de prendre une concubine. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi? Effectivement, j'avoue que ça, c'est un point du roman ou un point du personnage que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que, et vous allez voir, parce qu'il va encore avoir une autre histoire après, mais dites-vous que, retenez, voilà, retenez qu'elle lui a proposé de prendre une concubine pour l'occuper, le pauvre Loulou, hein, parce que bon, il fait rien de ses journées, et puis il est tout triste, voilà, il faut prendre soin de son mari, n'est-ce pas? Il peut pas prendre soin de lui-même, hein. Gros bébé, va. Oh là là, ça c'est vraiment, bref. Et donc, vous avez ce contexte-là, et vous vous dites, mais c'est bizarre parce que je vous raconte que la famille va lentement se désagréger, alors que vous avez Moulin qui prend la tête de la famille, et Moulin c'est un personnage intéressant, intelligent, fort, volontaire. Vous allez voir. Il va y avoir un scandale, parce qu'il y a une famille que je n'ai pas encore mentionnée, c'est la famille Niu, et c'était aussi une famille puissante, aussi je pense qui était liée à l'Empire. Et là, pour le coup, c'est pas des gens vraiment bien. Mais par le jeu des mariages, eh bien, vous avez des membres de la famille Niu qui vont être liés à la famille Tseng. Et bon, il y a un des gendres, si je ne me trompe pas, qui va effectivement faire un truc un peu scandaleux. Je vous raconte pas, vous lirez. Et alors le problème, c'est quoi? C'est que le scandale et son auteur vont être publiquement affichés par, rappelez-vous, Li Fu. Li Fu, c'était donc celui qui est marié à la jeune sœur, donc Mosho, la jeune sœur de Mulan, et Mulan était et est encore amoureuse de Li Fu. C'est ce jeune garçon, vous savez, qui n'est pas forcément très riche, mais qui est volontaire, capable, ce qui montre aussi que tous les hommes ne sont pas des incapables, hein. Mais effectivement, des hommes incapables, il y en a, des femmes incapables, il y en a, et des hommes et des femmes capables, il y en a aussi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais un peu plus vite hein, pour vous raconter les choses, mais sachez quand même que Lifu va être inquiété par la justice. Pourquoi? Parce que la famille Niu va vouloir se venger. Ce sont des gens qui, même s'ils sont en perte de vitesse, gardent encore des contacts avec des puissants, ils ont de l'argent, ils peuvent payer, hein, peuvent corrompre. Hein. La corruption, malheureusement, ça a des effets. Et donc, il va être inquiété par la justice, il va risquer gros, et surtout que le juge qui va s'occuper de son cas, eh bien, il est de connivence avec la famille Niu. Donc, vraiment, pour une chose banale comme ça, il risque la prison, voire pire.
Et il va être arrêté. Et alors là, on arrive dans une des scènes qui, personnellement, m'a bouleversé et m'a mis dans un état de malaise que je n'ai que rarement ressenti en littérature. Pour vous dire la vérité, je pense que je l'ai ressenti, ce malaise, une fois ou deux avant. Alors il y en a une fois dont c'est sûr, je me rappelle, c'était en lisant un manga. Alors le manga, c'est Berserk. Voilà, comme ça vous avez le nom. Et c'est un manga vraiment très intéressant, je trouve, surtout dans sa première partie. Et en fait, vous avez un moment de bascule, mais où on tombe dans l'horreur la plus noire et qui explique, en fait, si vous voulez, donc on a un personnage et on voit que c'est un personnage un peu abîmé par la vie, c'est un manga de fantasy, d'accord, avec des monstres, des magiciens, des trucs, etc. Et le personnage, c'est une espèce d'armoire à glace qui a un œil en moins, qui a un bras en moins, qui a une énorme épée, bon voilà, et il dézingue un peu à peu près tout. Mais on va avoir un flashback qui va nous raconter en fait ce qui s'est passé et pourquoi il est dans cet état-là. Et en fait, au départ, tout va bien. Il est dans une troupe de soldats. C'est, je dirais, dans les temps plus anciens, d'accord. Je veux dire, ils se battent à coups de lance, arbalète, flèche, ben, épée, tout ça. Et il est dans une troupe de mercenaires. Et puis tout va bien. Il rencontre une jeune fille. Il tombe amoureux l'un de l'autre, tout va bien, et puis en fait il va se passer quelque chose avec le chef de la troupe, qui au départ est aimé, qui, le chef de la troupe, va trahir tout le monde avec des démons, et pour faire simple, il va donner sa troupe à manger aux démons, pour avoir quelque chose en retour. Et cette scène, elle était vraiment très dérangeante, parce que notamment, vous avez la jeune fille qui va subir des horreurs, et je me souviens quand je l'ai lu, ça m'avait vraiment glacé, et j'ai mis beaucoup de temps à lire. Donc, vous voyez, un manga, hein, vous voyez qu'un manga, une bande dessinée en quelque sorte, hein, bah, ça peut amener des thématiques très très fortes. Bref, et donc ici, je vous dis, eh bien j'ai ressenti la même chose. Pourquoi? Parce que Mulan va intercéder en la faveur de Li Fu. Elle va d'abord le voir en prison, donc dites-vous, elle fait fi des convenances. Elle est mariée, c'est pas son mari, c'est entre guillemets, hein, moi j'aime pas ça, mais c'est pas à elle de faire ça. Moi, je trouve ça incroyable, tous les gens qui disent «Oh, c'est pas à toi de faire ça». OK, alors vas-y, fais-le si c'est à toi de le faire. «Ah non, moi je le fais pas parce que, voilà. Donc à un moment donné, il y a pas de «c'est pas à toi de faire ça». Il y a des choses, si on doit sauver quelqu'un, il faut le faire. C'est pour ça que c'est un personnage que j'admire, vraiment. Mulan, c'est un personnage que j'admire. Donc elle va voir Li Fu en prison, elle va lui parler, et puis après, elle va faire, et c'est là, toute la tension qui va arriver, elle va trouver le commandant militaire qui est responsable de l'enfermement de Li Fu, pour justement, eh bien, essayer de lui parler et de le convaincre de le laisser tranquille. On n'a rien sans rien, comme on dit. C'est ça qui m'a effrayé. Et je pense que vous avez compris aussi ce qui peut se passer. Et j'ai vraiment eu peur, premier degré, j'ai vraiment eu peur pour elle. Et c'est fou quand on y pense. C'est un personnage de fiction. C'est du papier. C'est juste une histoire. Eh bien, premier degré, je le répète, j'ai eu peur pour elle. Et parce que je suis quelqu'un de gentil, mais pas si gentil que ça, eh bien, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Ce sera à vous de lire pour savoir ce qui s'est passé. Bon, Mulan va finir par quitter Pékin avec son mari et ses enfants pour aller vivre à Hangzhou. Hangzhou, c'est une ville du sud, d'accord, dans le Zhejiang. C'est une très jolie ville. J'ai de la famille qui vit à Hangzhou. Et ben, franchement, si vous avez l'occasion de voyager en Chine, alors vous savez, on pense toujours à Pékin, Shanghai, ben, visitez Hangzhou. Alors, je sais qu'il y a des étudiants à moi, peut-être qui m'écoutent et ils vont dire: «Oh, mais il faut visiter aussi des villes dans ma province». La Chine, c'est très grand et il y a énormément d'endroits qui sont magnifiques. Moi, je peux vous dire les endroits où je suis allé. Il se trouve qu'à Hangzhou, j'y suis allé et que c'est très beau. Donc allez-y. Par contre, un truc, je vous le dis quand même, Hangzhou, c'est magnifique, mais il y a énormément de gens et c'est pas toujours facile à vivre. Voilà. Alors, à Hangzhou, et vous voyez, le fait qu'ils quittent Pékin, bah, vous avez les familles qui commencent à se désagréger, hein, comme ça. Eh bien, à Hangzhou, qu'est-ce qui va se passer? Son mari, Sonia, je vous avais dit que c'était pas quelqu'un de bien, hein, c'est un petit bon à rien. C'est pas du niveau de Tijen, hein, de la famille Yao, du fils aîné de la famille Yao, mais c'est pas loin. Eh ben, son mari va fréquenter en douce une jeune étudiante des beaux-arts. En voilà une idée qu'elle est bonne. Et évidemment, c'est quand même pas terrible,
ce qu'il fait. Et donc, Mulan, de nouveau, va intervenir. Donc, ça, c'est quand même fort, parce que, vous voyez, on pourrait dire que c'est pas bien ce que Mulan fait, selon la société, qu'elle va intercéder en faveur de Li Fu. Tout le monde peut comprendre, en fait, qu'elle a le béguin pour lui. Mais pardon, moi, je vais dire un truc. Elle a jamais franchi la ligne. Il faut comprendre ça. Elle fait juste pour le sauver lui. Parce que personne ne fait rien. C'est elle qui a du courage. Ok, elle l'aime. On est d'accord. Elle comprend pas trop pourquoi d'ailleurs. Elle sait pas contrôler ça. Mais elle sait contrôler le fait de faire quelque chose qu'elle juge bien ou mal selon sa morale. Voilà. Bon, son mari, de la morale, il en a peut-être, mais c'est pas la même. Et donc, que va faire Moulin devant ça? Eh bien, elle va confronter la jeune fille. Mais elle va pas aller l'insulter ou la traiter de tous les... Non, 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 non. Elle va s'en faire une alliée contre son mari. C'est quand même incroyable. Bah, je vous dis, ce personnage de Moulin, il est incroyable. Incroyable. Moi, je suis tombé amoureux. Faut pas le dire à ma femme, hein. Bon, et donc son mari, il va devoir faire une croix sur cette relation extra-conjugale. Chais. Bon, donc, je vous raconte un peu plus dans le désordre, parce qu'évidemment, c'est vraiment à lire, hein. Vous avez la logique dans le premier tome, bah, c'est la même logique qui continue ici. Les tensions avec l'étranger vont continuer de s'accroître, et eh bien, le Japon va envahir la Mandchourie en 1931. Vous voyez, hein, on est début XXe siècle, et là, on est déjà en 1931. Alors, il y a déjà des événements de tension entre le Japon et la Chine avant, avec, il me semble que, je me demande s'il n'y a pas à un moment donné, le Japon qui va faire un acte de prédation sur le Shantung, c'est une province du nord de la Chine, et en fait, c'est un acte de prédation, mais ça va être en complicité avec les pouvoirs à l'époque qui vont en quelque sorte donner ou vouloir donner le Shantung, et c'est ça qui va faire des grandes manifestations, notamment des manifestations des étudiants, qui vont être réprimées de manière sanglante. Mais donc vous avez cet épisode-là aussi, vous avez donc la guerre qui arrive, l'invasion qui arrive, et puis qui va continuer malheureusement encore après, mais dites-vous aussi qu'il y a tout un contexte aussi, on va dire, de commercial, mais c'est complètement inégal, en fait, c'est du commerce qui va être imposé par le Japon à la Chine, qui n'a pas les moyens de lutter contre ça, et notamment du commerce de, comment dire, de produits illégaux, comme de la drogue. Et donc quand vous avez de la drogue qui se déverse dans le pays, bon, et que vous n'avez pas les moyens de lutter contre ça, et c'est quand même assez horrible. Donc il faut bien imaginer ça. Et toute cette deuxième partie, c'est pour ça que je vous dis que cette tension devient de plus en plus lourde. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la Chine, et notamment de ce qui va arriver, 1937, c'est l'invasion japonaise qui continue, c'est la guerre sino-japonaise, d'accord? Donc vous savez, en Europe, on dit souvent, ah, Deuxième Guerre mondiale, ah, ben, c'est facile, c'est 40-45. Ben, ça dépend. Tout le monde n'a pas la même date. Vous voyez, par exemple, en Pologne, ils vont plutôt dire 39-45. Et puis, ben, en Chine, eux, ils vont dire, pop, 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 attendez, nous, ça commence en 37, hein. Et on pourrait même, vous voyez, il y a des prémices déjà avant. Donc, on a 1937, la guerre sino-japonaise, et là, bon, ça, c'est vraiment un épisode horrible, mais vraiment, c'est atroce. Je sais pas, je crois qu'en Europe, on n'imagine pas les horreurs qui se sont déroulées en Chine et dans tous les pays qui ont été envahis à cette période-là. Et le livre va proposer une description et évidemment une dénonciation des atrocités perpétrées par l'armée japonaise. Et vous avez plein de livres qui parlent de ça. Alors notamment j'en ai fini un juste hier, pour ne pas dire la bêtise, c'est La traversée des sangliers. Mais j'avais réfléchi, parce que c'est un livre qui est très intéressant, mais j'avais réfléchi à en faire une sorte de revue, mais je me suis dit, ouais, il faut attendre un peu. Ça se passe au nord de Bornéo, dans un petit village comme ça, et vous avez des habitants locaux. Mais alors, c'est aussi un melting pot, parce qu'il y a des gens, des locaux, et puis il y a des Européens qui viennent là, parce que bon, bah, à cette époque-là, il y a encore des colonies. Vous avez aussi des Chinois qui viennent là, etc. Donc il y a un vrai melting pot. Et puis, il va y avoir l'invasion japonaise aussi, qui s'étend jusque-là. Et mais je vous dis, dans le livre, on découpe les gens en morceaux, et je dis les gens, mais je vais pas vous raconter, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un livre horrible de ce point de vue-là, mais c'est un vrai livre. La traversée des sangliers de Zhang Guixing. Voilà, comme ça je vous dis quand même.
Mais je ferai pas une revue là. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, oui, pour les horreurs. Et c'est intéressant aussi parce que, ben, on doit parler, je pense, un écrivain, il écrit sur ce qu'il veut. Un écrivain, une écrivaine, il choisit des thématiques. Et ce sont des thématiques évidemment très fortes, très sensibles, très difficiles à traiter d'un point de vue littéraire. Et est-ce que vous y arrivez? Alors, je vous dis, La traversée des sangliers, il a réussi à mon sens. Vraiment, c'est juste, c'est très très lourd à lire. Je vous dis, il y a plusieurs moments où je lisais et je me dis: «Mais pourquoi je lis ça?» C'est vraiment, donc vous comprenez pourquoi voilà, je vous en parle, si vous voulez le lire, vous êtes les bienvenus, mais c'est vraiment dur, c'est vraiment explicite. Ne faites pas lire ça à des enfants. Ça, pour le coup, vraiment, faut pas. Bref, et donc, dans cette description, cette dénonciation évidemment de ces atrocités, eh bien, il y a aussi dans les personnages une prise de conscience de la nécessité de résister pour défendre leur pays. Ça, je trouve que c'est vraiment beau. Le ton se durcit encore et on atteint une tension maximale. Parce que la question se pose en fait dans les différents membres de la famille. Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'y vais pas? Et vous savez, un autre livre qui faisait magnifiquement ça, c'était Quatre générations sous le même toit, de l'écrivain Laoche. J'en avais déjà parlé de Laoche pour le pouce-pouce, mais Quatre générations sous le même toit, c'est vraiment son chef-d'œuvre, et ça se passe pendant l'invasion japonaise. Et vous avez différents personnages qui vont réagir de différentes façons, et vous avez la multiplicité face à cette horreur. Vous avez ceux qui vont collaborer, et vous avez ceux qui vont résister, et puis vous avez ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et ben ici, c'est un peu pareil. Et par exemple, vous avez un des fils de Moulin qui veut s'engager. Parce que lui, il veut, vous voyez, c'est un jeune garçon, il veut combattre, il veut défendre son pays, c'est pas possible. Et Moulin, d'un côté, elle se dit, bah oui, il peut, mais de l'autre côté, enfin, c'est sa mère. Donc elle a peur de laisser partir son fils à la guerre comme ça. Donc vous avez toute cette complexité-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant de voir ça. Et c'est bien traité, je trouve. Même si il y a un ton évidemment, enfin, oui, évidemment, j'allais dire pro-chinois, mais il n'y a pas question d'être pro-chinois, mais il y a un ton un peu patriotique. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas un ton misérabiliste. Je trouve que jusqu'au bout, les personnages, même s'ils subissent beaucoup, ils gardent leur dignité. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort et je trouve de très positif dans ce coup-là. Par exemple, la fin. La fin, c'est Moulin et sa famille qui rentrent en train de Shanghai et qui vont subir qui, un bombardement japonais, qui tue et détruit tout. Et ces scènes, j'ai lu le roman, je vous ai dit, hein, il y a quelques années maintenant, bah, ces scènes, elles sont encore toujours très présentes dans ma mémoire parce que c'était très fort. Mais dans ce contexte de mort et de destruction, eh ben, curieusement, le livre se termine sur une note d'espoir. Et c'est ça que je me propose de vous lire pour que vous ayez un peu une idée de ça. Et de nouveau, c'est une fin, vous savez, un peu comme dans la montagne magique. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait, voilà, c'est la fin. Et en fait, bah, vous avez toute la guerre qui va encore continuer. Et donc, on ne sait pas si les personnages vont, comment dire, s'en sortir ou pas. Allez, je vous lis. En se rapprochant d'eux, Moulane fut saisie d'une étrange et nouvelle émotion. Elle comprit que c'était un sentiment de bonheur, un sentiment de triomphe. Elle était remuée comme elle ne l'avait jamais été, comme on ne peut l'être qu'en se perdant dans un grand mouvement. Elle se rappela qu'elle avait senti le même bouleversement intérieur en assistant aux funérailles de Sun Yat-sen. Cela avait été pareil, mais pas si puissant, et cela n'avait pas comme cette fois ébranlé son corps et son âme. Il ne s'agissait pas seulement des soldats, mais de cette grande colonne en marche dont elle était une partie. Elle avait un sens de sa nation comme elle ne l'avait jamais eu auparavant, si fortement, d'un peuple uni par une fidélité commune et qui, bien que fuyant devant l'ennemi commun, était pourtant un peuple dont la patience et la force étaient pareilles aux 10 000 lits de la grande muraille et aussi permanentes. Elle avait entendu parler de l'exode de populations entières du nord et du centre de la Chine, et comment 40 millions de ses frères et sœurs sortis du même sein marchaient vers l'ouest pour la plus grande migration de l'histoire du monde, pour construire un État neuf et moderne dans le vaste arrière-pays de la Chine. Elle sentait ces 40 millions d'hommes mus sous un seul rythme fondamental. Au milieu des dures privations et des souffrances des réfugiés,
Elle n'en avait pas entendu un seul critiquer l'attitude de résistance au Japon adoptée par le gouvernement. Elle constatait que tous ces gens, comme Mania, préféraient la guerre à l'esclavage, même si c'était une guerre qui avait détruit leur foyer, tué leurs parents, et ne leur avait laissé que leurs biens personnels les plus humbles, leur bol à riz et leurs baguettes. Tel était le triomphe de l'esprit humain. Il n'existe pas de catastrophe si grande que l'esprit ne puisse s'élever au-dessus d'elle, et par cette ampleur même la transformer en quelque chose de grand et de radieux. Et à mesure que pour Moulin le spectacle changeait, en elle quelque chose aussi changea. Elle perdit entièrement le sens de l'espace et de la direction jusqu'au sens de son identité personnelle, et découvrit qu'elle était devenue quelqu'un du menu peuple. Elle avait souvent désiré d'appartenir à ce menu peuple, et maintenant elle en faisait réellement partie. La conquête du moi que son père avait réalisée grâce à la contemplation, elle la réalisait maintenant par un contact humain avec cette grande communauté d'hommes et de femmes. Cette retraite esthétique qu'elle s'était établie à Ranjo, au sommet du mont du Dieu de la cité, lui apparaissait maintenant n'offrir ni sens, ni satisfaction, ni réalité. Il n'y avait ni riches ni pauvres dans cette masse de réfugiés en marche. La guerre et ses déprédations les avaient nivelés. Moulin avait vu une femme riche offrir de troquer son manteau de fourrure contre quelques dollars afin de s'acheter de quoi manger. Elle se rappela soudain le jeune homme en vêtements à l'européenne qui se trouvait dans le train dans Sun et elle comprit que plus ce flot de gens irait loin dans l'intérieur, plus l'esprit de résistance de la Chine serait fort. Car le vrai peuple chinois est enraciné dans ce sol qu'il aime. Elle fit quelques pas et prit sa place au milieu d'eux. À l'horizon lointain s'élevaient les cimes coiffées de nuages du mont Tiantai, sacré dans la mythologie taoïste, où habitait l'esprit du vieux Yao. Devant le temple, le vieux moine se trouvait toujours au portail. Pendant un instant encore, il put apercevoir les silhouettes de Mulan, Sunya et leur fille, et les enfants qui étaient avec eux. Puis peu à peu, on ne peut plus les distinguer des autres. Ils se trouvèrent confondus dans cette poussiéreuse colonne d'humanité qui se dirigeait vers la montagne sacrée et vers le grand continent intérieur au-delà. Voilà, c'est fort, hein? C'est fort quand même, hein? Mais c'est vraiment très très émouvant comme passage. Et alors, il y a plein de choses que je vous ai pas dites, hein, évidemment, dans l'histoire. Mais par exemple, vous avez le père de la famille Yao. Je vous avais dit que c'était un taoïste convaincu. Eh bien, il va à un moment donné quitter la famille pour vivre en ermite. D'accord? Il disparaît pendant 10 ans et puis il revient, ou il revient pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il leur dit. Et donc, vous voyez, cette désagrégation de la famille, c'est aussi bah, les anciens. Il n'y a pas que les jeunes qui luttent, c'est les anciens aussi. On arrive à une étape où, bon, ben voilà, maintenant vous devez vivre votre vie. Allez, les petits oiseaux, sortez du nid et volez. Donc, il y a cette idée-là aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Voyez? Et là, je fais quelque chose pour les deux tomes, d'accord? Pour Enfance chinoise et puis pour le tome ici, Le triomphe de la vie. Et vous voyez que Le triomphe de la vie, c'est bien choisi hein, comme titre, parce que malgré toutes les horreurs, eh bien, vous avez cette idée de la vie triomphante. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup et que je trouve très beau. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Eh bien, déjà pour ça, et parce que le livre est d'une très grande richesse et montre subtilement les changements qui s'opèrent dans la Chine de la première moitié du XXe siècle. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on voit se mêler la grande et la petite histoire. Les gens subissent beaucoup, à tous les niveaux, mais ils continuent de vivre. C'est une période de bouleversement et l'auteur montre justement les différentes réceptions et les contradictions qui peuvent exister dans le chef des différents personnages face au changement de leur société. La famille A, par exemple, elle commerce du thé et des plantes médicinales. Il me semble que je l'avais dit dans l'épisode précédent. Le père est cultivé, adepte de la doctrine taoïste, et, bah, comme j'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises, il est plus ou moins ouvert aux idées nouvelles. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un contraste avec la famille Tseng, qui, elle, occupe une position importante dans l'Empire. Hein, le père, je vous ai dit, c'est un mandarin de haut rang, c'est un confucianiste, donc il est disciple de la doctrine de Confucius, et il veut garder l'ordre de l'Empire. Il n'aime pas les étrangers, je vous l'avais dit, et tout ce qui vient d'eux. Et la révolution et la chute de l'Empire, eh bien, va transformer radicalement son monde jusqu'à le détruire. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous dis, on n'a jamais vécu ça, nous qui vivons ici. Vous voyez, et imaginez, on a vécu une épidémie, le Covid-19,
Et on a été complètement choqués par cette épidémie. Bah, dites-vous qu'il y a des gens qui ont vécu des épidémies encore plus graves. Enfin, on ne se rend pas compte, je pense. Vous voyez. Et donc, c'est des grands chocs. Et donc, effectivement, le fait de... Vous savez, c'est comme Boès qui voit la fin de l'Empire romain. Et j'imagine toujours ce que ça a dû être dans son esprit de se dire ça. C'est la fin du monde qu'il a construit. Vous voyez, tout tournait autour de ça durant sa vie, et puis boum, c'est fini. Il y a une volonté de l'auteur d'expliquer et de présenter la Chine à des lecteurs étrangers. Ça, je trouve, c'est très intéressant. Je ne sais pas, donc la version originale, je ne pense pas que ce soit écrit en chinois. Il me semble que c'est en anglais, mais je ne suis pas certain. Après, ceci dit, il me semble que l'auteur a lui-même écrit la version chinoise, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une traduction, on va dire simple, ou si c'est une réécriture. Parce que en version française et en version originale anglaise, eh bien, on remarque à plusieurs reprises que c'est bien expliqué, c'est rendu accessible, justement, pour un public non sinophone. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien fait parce que il vous explique. Je vous avais lu le passage sur le mariage, bah, il vous explique en fait en deux, trois lignes, il vous dit bon oui, ça peut venir de là. Ah voilà, ça se passe comme ça en fait. Et c'est très bien intégré dans le roman, je trouve. C'est jamais sur un ton professoral que ça se fait. Il se dégage aussi une très grande tendresse pour les personnages, et en particulier les personnages féminins. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi parce que j'ai lu, après un moment à Pékin, j'ai lu La Chine et les Chinois. C'est un essai qu'il a écrit. En français, c'est comme ça, hein, je pense, La Chine et les Chinois. Et j'étais frappé parce que je retrouvais pas la même tendresse et la même finesse dans, comment dire, le traitement de ces idées, on va dire, bon, plutôt féministes. Ça va? Et je trouve que dans ce roman, mais oui, ces parcours, ils montrent des personnages féminins forts. Alors, elles sont pas parfaites, il y a beaucoup de variétés, mais le personnage le plus fort de ce roman, c'est Mulan. Et c'est la dignité de ces femmes qui est souvent montrée. Mania qui accepte son sort, Mulan, la fille de Mulan qui va participer aux manifestations aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve des personnages féminins très très forts. Et à contrario, les personnages masculins, alors oui, il y a Li Fu, il y a le père Yao aussi, on est d'accord, mais globalement, quand même, ils en prennent un peu plus pour leur grade, hein. Mais voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Et comme je vous le dis, s'il y a de la tendresse, cela ne signifie pas que les personnages sont parfaits. Ils sont complexes, contradictoires, ils ont des failles. Prenez par exemple la mère Yao et Écran d'argent. Vous vous souvenez, c'est la servante qui était amoureuse et dont le fils aîné de la famille Yao était amoureux aussi. Eh bien, cette histoire, elle est sordide. D'accord? Mais au fond, comment dire, indépendamment des résultats de cette histoire, eh bien, ce que je veux dire, c'est que les personnages en eux-mêmes, c'est pas des saintes ou c'est pas des saints, d'accord? Ou c'est pas des démons non plus. Ils sont complexes. On a aussi, vous savez, ce sentiment face aux étrangers. Et moi, je suis désolé, moi, je suis un étranger en Chine, donc je suis un peu sensible à ça. Mais dites-vous que, en fait, ce sentiment face aux étrangers, on peut le trouver dans tous les pays. Donc ça, c'est intéressant de le dire. Mais aussi, moi je pense, quand vous lisez ça, c'est vous poser vous-même la question de comment vous voyez les étrangers. Si vous voyez les étrangers comme des menaces, et peu importe le contexte, parce que le contexte, parfois, on le crée. Vous savez, quand vous dites étranger, étranger, c'est très simple. Ça veut rien dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc que j'avoue, j'ai un peu de mal quand on dit ah, par exemple en chinois, Ni kan, que wai gauche, c'est un étranger. Mais moi, je suis pas un étranger. Moi, je suis moi. donc, et c'est le fait de dire un étranger, c'est de déshumaniser en quelque sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si vous dites non, mais on veut pas le faire, c'est poli, vous racontez ce que vous voulez. Dans les faits, vous déshumanisez parce que au fond, bah, il n'est pas comme moi. Et vous, vous êtes un être humain. Et donc, s'il n'est pas comme vous, c'est toujours un être humain ou pas? Et oui, c'est un être humain. Donc voilà. Donc, pas toujours besoin de pointer l'autre du doigt en disant, ah, regardez, vous avez vu, il est différent. Et de se dire que malgré nos différences, nous sommes semblables.
Et donc, vous voyez, il y a toute cette complexité et puis même cette évolution, parce que vous voyez que le père Tsang, qui au départ est vraiment farouchement anti-étranger, eh bien, bon, il finit par un peu battre sa coulpe, hein, et se dire, bon, allez, j'arrête un peu, je suis un peu excessif. Faut reconnaître, il y en a des biens. Non, pardon, c'est horrible de dire ça. Mais je vous avais dit un jour, j'avais une étudiante qui était venue me trouver, elle était très troublée, elle m'a dit, ah, mes parents, ils sont racistes, ils sont anti-étrangers. Alors je lui ai dit, bon, si tu dis le mot, c'est peut-être plus xénophobe. Et elle dit, ça vous fait quelque chose? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai dit, des gens xénophobes, il y en a. J'ai dit, bah, tu peux essayer de lui parler, tu peux essayer de lui expliquer qu'elle se trompe. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais, mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et je vous dis, des personnes xénophobes, il y en a partout, malheureusement. Donc, il faut garder courage et puis lutter contre ça. Mais lutter, c'est pas forcément être agressif. Moi, je pense pas. C'est plutôt montrer que les gens se trompent, même si parfois c'est pas facile de le faire. Mais vous voyez tout ça pour vous dire que en fait, le livre montre qu'il n'y a pas une population monolithique qui pense exactement la même chose. C'est complexe, une société. Et ça, c'est intéressant. Et s'il y a une opposition entre les jeunes et les vieux, mais le livre montre que vous avez des anciens qui, en partie en tout cas, qui peuvent être touchés aussi par des bonnes idées. Et la jeunesse n'est pas une vertu. Donc c'est assez complexe. Vous avez par exemple des jeunes incompétents. Le fils très jeune, Sonia, pardon, mais ça c'est vraiment des incompétents. C'est des jeunes, hein. Alors ils vieillissent au bout d'un moment, mais bon, ils s'arrangent pas avec l'âge. Encore que Tijeune, il a un destin particulier, je vous dis pas. Mais vous avez aussi des jeunes conservateurs. Mania, par exemple, elle est conservatrice. Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais? Non. Mais c'est comme ça qu'elle a été éduquée, c'est sa morale, elle est construite comme ça, c'est comme ça qu'elle accepte sa morale, et donc elle prend ce rôle-là aussi. Alors un autre élément, mais vous savez mon amour pour les romans fleuves. Est-ce que je dois encore vous dire que j'aime, que j'adore les romans fleuves? Ils font partie de mes préférés. Ben voilà, c'est un roman fleuve, donc déjà, rien que pour ça, c'est un bon point. Bon, je vous ai dit que les personnages féminins, bah, ils sont quand même relativement très bien traités dans le sens bien construit. D'accord? Évidemment, je vous avais dit, hein, ils sont remplis de contradictions. Par exemple, là, voilà, la chose que je m'explique pas, et je vous l'avais dit, c'est Moulin qui accepte que son mari est son mari alors que c'est un bon à rien. Ça, c'est quelque chose. Mais écoutez, je lui laisse le bénéfice du doute, je le rajoute à son crédit pour dire que c'est encore un personnage plus extraordinaire qu'elle n'est. Voilà. Et donc, en parlant justement de Moulin, le livre vaut le coup rien que pour elle. Ben, je vous l'ai dit, moi, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est belle, intelligente, forte, douce, gentille. Elle a toutes les qualités. Mais plus que ça, elle est digne. Et c'est sa dignité qui m'a impressionné. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez aller les répéter à ma femme. De toute façon, ma femme, elle le sait déjà, non seulement parce qu'elle écoute les épisodes, mais parce que je lui ai déjà dit avant. Et ma femme, elle sait bien que oui, je suis amoureux d'elle, mais non, parce que j'aime ma femme, et je n'ai qu'une seule femme, c'est la mienne, et je suis son mari, et c'est très bien comme ça. Bon, autre point qui m'a marqué, c'est le réalisme des personnages. Et là, vraiment, c'est aussi quelque chose qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'en lisant, j'avais l'impression de voir ma belle famille. Alors attention, il faut qu'on s'entende bien, c'est pas à cause du récit proprement dit. Les histoires que j'ai trouvées dans le récit, ben, je les ai pas vécues avec ma belle famille. Sauf que j'ai vécu plusieurs mariages en Chine, j'ai vécu aussi plusieurs enterrements, donc je retrouve des choses qu'on peut voir là. Mais c'est surtout de par la posture des personnages, de par la réaction des gens face à ce qu'ils vivent. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant tout ça parce que justement, ça apporte de la crédibilité. Ça apporte, comme je vous l'avais dit dans l'épisode hors série, que parfois c'est un détail, une parole, un geste, ça apporte de la chair au récit. Eh ben, on la retrouve cette chair-là, et moi qui ai vécu là et qui ai vécu 10 ans en Chine, qui fait beaucoup de voyages, qui est amené à avoir beaucoup de contacts avec les gens en Chine, je peux vous dire que, mais oui, les gens ils réagissent comme on pourrait réagir en Chine, entre guillemets. En dernière chose, parce qu'il faut bien arrêter l'épisode à un moment donné, un moment à Pékin est une vaste fresque qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années et qui nous montre l'humain dans ce qu'il a de plus petit, de plus moche, en même temps dans ce qu'il a de plus beau et de plus grand.
Cassant les images stéréotypées, il nous montre la possibilité de vivre sa vie dignement et de rechercher la paix intérieure malgré l'adversité. Moulane, je vous l'ai dit, c'est un personnage fantastique, car elle a compris qu'elle ne peut pas vivre de manière égoïste. Traversée par des idées anciennes et nouvelles, elle cherche sa propre voie dans le monde, et je pense qu'elle peut être non pas un modèle, mais une inspiration pour nous. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.